Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Bienvenue mes chers élèves dans la deuxième séance des ressources hydriques. Alors, dans cette séance, ou bien dans cette deuxième séance, nous allons étudier les bassins hydrographiques, les dangers qui menacent les ressources hydriques, la gestion des ressources hydriques. Bon, alors commençons par le bassin hydrographique. Qu'est-ce qu'un bassin hydrographique? Quelles sont les caractéristiques du bassin hydrographique et quelle est l'importance des bassins hydrographiques? Alors, regardez avec moi ici. Alors, on voit ici une illustration ou bien un schéma d'un bassin hydrographique. Alors, c'est une surface géographique limitée par les lignes de partage de l'eau. Donc, on voit ici les lignes de partage de l'eau qui délimitent le bassin hydrographique, qu'on appelle aussi le bassin versant. Et on voit ici en vert une ligne de partage d'eau, mais à l'intérieur du même bassin hydrographique. Donc, ces lignes de partage d'eau, ce sont bien sûr des crêtes où l'eau, ou bien la quantité d'eau passe dans ce versant, et l'autre quantité, elle va passer bien sûr dans l'autre versant, dans le versant voisin. Donc, un bassin versant ou bien un bassin hydrographique est un espace géographique. C'est un espace géographique délimité par des lignes de partage des eaux, qui sont des lignes de crête. Dans le bassin hydrographique, tous les ruissellements se rencontrent sur un même point de sortie appelé exutoire. Alors, je reviens au schéma précédent. Alors, on voit ici bien sûr les ruissellements, ça veut dire lorsque la pluie tombe, elle forme des ruisseaux. Alors, ces ruisseaux, ces fleuves et toutes les eaux de cette région qui forment le bassin hydrographique, ils se rencontrent sur un même point pour déverser ou bien sur l'océan, ou bien sur la mer, ou bien sur un lac. Donc, ce point de sortie, ça s'appelle un exutoire. Donc, on voit ici, bien sûr, l'exutoire, alors qu'il se déverse dans un lac ou bien le fleuve, etc. Voilà. Alors, on va voir ici quelques bassins versants, ou bien quelques bassins hydrographiques du Maroc. Il y a presque 25 bassins versants. Alors, ici, on a, c'est le bassin de Bourgreg. En 16 ici, c'est le bassin de Sbou. Alors, elle est très connue. En 13, c'est le bassin de Melouia. Alors, il est très connu lui aussi. Le 11, c'est le bassin de Locos. En 17, c'est le bassin de Sousse. En 6, c'est le bassin de Draa. En 12, c'est le bassin de Messa. En 24, c'est le bassin de Ziz, Gris. Et en 15, on voit ici le bassin de Saqi al-Hamra de notre région bien aimée. Donc, ce sont des exemples des bassins versants ou bien des bassins hydrographiques dans notre pays, le Maroc. Et quelle est la différence entre le bassin versant et le bassin hydrographique? Alors, je crois que le bassin hydrographique a une étendue plus grande, ça veut dire une surface plus grande que le bassin versant. Voilà, c'est ça. Alors, je lis. Quelles sont les caractéristiques du bassin hydrographique? Ça veut dire quelles sont les différences qu'il y a entre ces bassins hydrographiques. Donc, chaque bassin hydrographique a ses caractéristiques et a ses particularités, telles que sa superficie, ça veut dire sa surface. La population, ça veut dire le nombre des habitants de la population. Les ressources hydriques, ça veut dire les ressources en eau. Le climat et surtout la pluviométrie. La pluviométrie, c'est la quantité de pluie qui tombe par année. La surface est copiée par les forêts. Alors, quelle est la surface des forêts dans ce bassin versant? Les terres agricoles irriguées et non irriguées. La superficie des terres du pâturage.
et le degré de la pollution de ces eaux. Alors donc ce sont les caractéristiques et les particularités qui diffèrent ou bien qui font la différence entre les bassins hydrographiques. Alors, une simple comparaison ici entre deux bassins. On a pris le bassin de Sbou et le bassin de Melouia. La superficie du bassin de Sbou, c'est 40 000 km². Par contre, la superficie, ça veut dire la surface du bassin hydrographique de Melouia, c'est 74 000 km². La population, ça veut dire le nombre d'habitants. C'est 6,8 millions d'habitants au bassin versant de Sabou et 2,5 millions d'habitants dans le bassin versant de Melouia. La pluviométrie, c'est 350 mm par an dans le bassin hydrographique de Sabou et 270 à Melouia. Les ressources en eau, c'est 12 870 millions de mètres cubes dans le Sbou et 2122 millions de mètres cubes dans le Melouia. Les terres irriguées, à Sbou, c'est 333 156 en hectares. Et à Melouia, c'est 155 451 en hectares, bien sûr. Et les usines, on trouve ici à Sbou plus de 200 unités, ça veut dire plus de 200 usines. Par contre, à Melouia, il n'y a que quelques usines, et surtout dans la région de Berkane. Voilà, alors c'est une simple comparaison entre le bassin versant de Sbou et le bassin versant de Melouia. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? Alors, d'après la comparaison entre le bassin versant de Sbou et le bassin versant de Melouia, on peut conclure que chaque bassin a ses problèmes et chaque bassin a ses défis à surmonter. C'est le personnel de l'agence du bassin qui intervient pour résoudre tous ces problèmes qui concernent les ressources hydriques. Ça veut dire ce sont le personnel, ça veut dire les gens responsables du bassin qui sont bien sûr qui sont concernés pour trouver des ressources à des problèmes qui concernent bien sûr le bassin hydrographique. Alors, les objets de création de ces agences, les agences bien sûr des bassins hydrographiques. Alors, leurs objectifs sont la planification cohérente et concertée à l'échelle du bassin hydrographique, hydraulique bien sûr. La gestion parfaite et intégrée des ressources en eau. Et aussi la protection et la conservation quantitative et qualitative des ressources en eau et l'utilisation rationnelle et optimale de l'eau, bien sûr, pour le conserver. Alors, ce sont les tâches qui sont bien sûr pour préserver l'eau dans chaque bassin hydrographique. Alors, pour atteindre ces objets, alors les objets cités avant, pour atteindre ces objectifs, l'agence du bassin hydraulique est chargée de gérer et contrôler les ressources en eau. Il faut insister sur l'utilisation rationnelle de l'eau. Ça veut dire qu'il ne faut pas gaspiller de l'eau sur des choses, bien sûr, qui ne sont pas importantes. Donc, il faut rationaliser la consommation de l'eau. Réaliser les infrastructures de préservation des ressources en eau et des terres agricoles. Ces infrastructures visent elles visent à lutter contre l'érosion par le reboisement, par la construction des terrasses et les murettes. Alors, ce sont bien sûr les techniques pour lutter contre l'érosion. Et puis, la construction des barrages. Et il faut ralentir leur envasement. Bien sûr, la construction du barrage, c'est pour ramasser les eaux, bien sûr, des pluies, etc. Et bien sûr, ils sont très importants, mais il y a un problème, c'est
l'envasement. Qu'est-ce que ça veut dire l'envasement? Ça veut dire l'accumulation de vase dans le barrage, ce qui va diminuer sa capacité en eau. Donc, il faut lutter contre l'envasement ou bien il faut le ralentir au moins. La prévention contre les inondations. On sait très bien que les inondations, ils ont beaucoup d'inconvénients. Bien sûr, alors ils entraînent l'érosion, ils entraînent bien sûr la destruction des végétaux, etc. Donc, il faut trouver des solutions pour lutter contre les inondations. Éviter la perte des sols fertiles. Et bien sûr, les inondations, ils interviennent aussi dans la perte des sols fertiles. Donc, les sols fertiles, ce sont des sols qui sont pour l'agriculture. Et améliorer la production agricole. Il faut améliorer aussi la production agricole. Puis l'amélioration de la situation de l'environnement. Donc, il faut préserver bien sûr l'environnement. Et lorsqu'on parle de l'environnement, c'est conservation de tous les êtres vivants, soit les animaux, soit les végétaux. Et bien sûr, ils ont une relation avec l'air et l'eau, etc. Et bien sûr, lutter contre la pollution et la généralisation de l'accès à l'eau. Il faut que tout le monde ait un accès en eau et chercher les solutions en cas de pénurie de l'eau. Alors, lorsque l'eau devient bien sûr très rare, il faut chercher des solutions. Voilà, et c'est aux agences des bassins hydrauliques de chercher ces solutions. Alors, c'est leur tâche. Voilà. Alors, passons maintenant aux dangers qui menacent les ressources hydriques. Alors, ici, on va parler de la surexploitation de l'eau, la pollution des ressources hydriques et la préservation des ressources hydriques. Voilà. Alors, on va commencer par la surexploitation de l'eau. On va donner ici quelques exemples de l'utilisation de l'eau. On va parler bien sûr de l'usage domestique de l'eau en pourcentage. Bien sûr, nous savons tous que l'eau est indispensable pour la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. Allah tabaraka wa ta'ala yaqul Bismillahir Rahmanir Rahim wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Sadaqallahu al-azim. Donc l'eau est également nécessaire dans toutes nos activités quotidiennes, dans les activités domestiques, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la santé, etc. Alors, je reviens à l'usage domestique en pourcentage. Dans les boissons, on utilise 1%. Dans la cuisine, presque 6%. Pour nettoyer les voitures et irriguer les jardins, c'est aussi 6%. Et pour la vaisselle, c'est 10%. Le linge, c'est 12%. Le sanitaire, dans les toilettes, etc., c'est 20%. Les bains et les douches, c'est 39%. Et divers, ça veut dire il y a bien sûr d'autres domaines où on consomme de l'eau. Alors, ça représente 6%. Voilà. Donc, mais nous gaspillons irrationnellement de l'eau. C'est très difficile, bien sûr, d'évaluer la consommation domestique moyenne en eau de chaque personne, car ça diffère selon plusieurs critères et plusieurs paramètres. Mais la comparaison ci-dessous, qu'on va voir après, nous montre et nous assure qu'il y a un gaspillage excessif de l'eau. Alors, je prends pour exemple, nous avons ici la moyenne estimée par habitant, c'est 40 litres par jour. En agriculture africaine, il consomme moins de 10 litres par jour. Un Parisien, ça veut dire un Français qui vit à Paris, il consomme 240 litres par jour. Un citadin américain, il peut consommer plus de 600 litres par jour. Alors, qu'est-ce que nous constatons ici? Que la consommation de l'eau diffère d'un pays à l'autre et selon le niveau de vie. Donc, en moyenne, un pauvre, bien sûr, ou bien un homme ordinaire, bien sûr, un homme normal, il peut consommer 40 litres par jour. Mais regardez-moi ici, un citadin américain, il consomme plus de 600 litres par jour. En agriculture africaine, il lui suffit bien sûr moins de 10 litres par jour. Donc, la consommation en eau, ça diffère selon bien sûr le pays et aussi suivant le niveau de vie. Voilà. Alors, nous gaspillons des grandes quantités d'eau dans tous les domaines, et surtout dans le domaine agricole, l'irrigation, et dans l'usage domestique, bien sûr. Alors, je
présente ici une petite différence. L'irrigation traditionnelle et l'irrigation goutte à goutte. Bien sûr, dans l'irrigation traditionnelle, on consomme plus d'eau. Donc, il y a une quantité d'eau qui est gaspillée. Et dans l'irrigation goutte à goutte, on économise bien sûr une importante quantité d'eau. Voilà. Alors, on prend maintenant la pollution des ressources hydriques. La pollution des ressources en eau a des origines diverses. Alors, nous avons ici la pollution domestique. Alors, on pollue l'eau avec les déchets ménagers, avec les eaux usées qui proviennent des cuisines et des toilettes, etc. Les produits de nettoyage qui sont le savon, le javel, etc. Alors, ce sont tous des polluants, ils sont très dangereux, bien sûr. La pollution industrielle. Les polluants sont les eaux usées évacuées par les usines. Ils renferment des matières toxiques. Alors, ces matières toxiques, ce sont des matières qui polluent l'eau. Les fumées des usines. Alors, même s'ils sont des fumées, ils montent sur l'atmosphère, mais elles vont revenir à la terre et elles vont passer à l'eau par, bien sûr, des précipitations, ça veut dire par la pluie. Donc, les fumées des usines, elles contiennent des gaz nocifs qui passent après dans l'eau. La pollution agricole, alors les polluants agricoles sont des engrais, même s'ils nous donnent un bon rendement, mais ils polluent l'eau. Donc ce sont des polluants bien sûr très dangereux. Il y a aussi les pesticides. Et ces pesticides sont les insecticides, les herbicides pour tuer les plantes parasites, les fongicides, c'est pour tuer les champignons, bien sûr parasites, et les parasiticides, c'est pour tuer les insectes parasites qui nuisent à l'agriculture. Et aussi le fumier. Alors le fumier, c'est bien connu. Alors ce sont les déchets des animaux. Alors ce sont aussi des polluants. Et enfin, la pollution maritime. Les naufrages des pétroliers. Alors lorsqu'un pétrolier a eu un accident dans le large, elle laisse sortir des énormes quantités de pétrole brut. Alors ce pétrole brut flotte à la surface de l'eau et provoque une catastrophe écologique. On les appelle donc les marées noires. Alors lorsque une grande quantité de pétrole brut s'échappe et sort de grands pétroliers, elle forme une grande surface à la surface de l'eau, et cette surface qu'on appelle une marée noire. Voilà. Alors, pour la gestion des ressources hydriques. Alors, comment réaliser la gestion, ou bien comment faire la gestion des ressources hydriques? C'est la préservation des ressources hydriques et le traitement, bien sûr, des eaux usées. Le traitement des eaux usées. Alors, pour la prévention des ressources hydriques, il faut protéger l'eau. Il faut le protéger de quoi? Il faut le protéger de l'exploitation, de gaspillage. Il faut le protéger, bien sûr, des polluants. Économiser l'eau dans tous les domaines, et surtout dans le domaine agricole. Et aussi limiter l'exploitation excessive de l'eau. Alors, comment limiter l'exploitation excessive de l'eau? Alors, on peut le limiter dans tous les domaines, soit dans le domaine domestique, soit dans le domaine agricole, etc. Et le traitement de l'eau, des eaux usées, ça aide bien sûr beaucoup à avoir d'autres ressources d'eau. C'est l'épuration des eaux usées pour éliminer les polluants. Alors, comment traiter les eaux usées? Les eaux usées, elles sont traitées dans les usines, qu'on appelle les usines d'épuration. Alors, on va voir quelques exemples ou bien des schémas. Alors, nous avons ici un schéma d'une usine de traitement des eaux. On va parler des étapes, bien sûr, de traitement des eaux. Et on revient ici. Les ressources hydriques restent les mêmes. Alors, pour bien visualiser ou bien pour bien préciser le problème, on sait très bien que les ressources, ça veut dire la quantité d'eau dans la terre, ne change pas. C'est la quantité qui est au début, elle reste toujours à la surface de la terre. Par contre, la population ne cesse pas d'augmenter. Alors, chaque année, il y a l'augmentation du nombre d'habitants.
Mais il n'y a pas d'augmentation de la quantité d'eau. Alors nous avons dit que la quantité d'eau, elle reste toujours constante sur la Terre. Alors, les populations ne cessent pas d'augmenter et leurs besoins en eau augmentent. Bien sûr, plus que le nombre d'habitants augmente, plus que leurs besoins en eau augmentent aussi. Ils ont besoin d'une grande quantité d'eau. L'eau deviendra rare. Alors c'est pourquoi l'eau deviendra rare. Elle deviendra rare encore plus grave dans l'avenir si nous ne contribuons pas tous à sa préservation. Alors si on ne prend pas nos mesures pour préserver l'eau, elle deviendra très très rare. Alors donc il faut que tout le monde contribue à sa préservation. Dans ce but, voici quelques gestes qu'il faut adopter et des comportements auxquels il faut s'habituer. Donc, il faut adopter des comportements et il faut adopter aussi des gestes. Bien sûr, ces gestes nous permettent de conserver l'eau, bien sûr. Alors, il ne faut pas polluer l'eau, donc il faut lutter contre la pollution de l'eau. Il faut utiliser le seau d'eau pour nettoyer la voiture. Donc, pour nettoyer ou bien pour le lavage d'une voiture, il faut utiliser un seau d'eau au lieu d'utiliser un tuyau qui est branché à un robinet. Lorsqu'on utilise un tuyau branché à un robinet, on consomme une grande quantité d'eau. Et bien sûr, si on utilise le seau et on utilise bien sûr le tuyau, on obtient le même résultat. Donc, ça vaut mieux d'utiliser un seau, d'utiliser un tuyau pour économiser l'eau. Prendre une douche au lieu d'un bain. Dans un bain, on gaspille plus d'eau. Détecter les fuites et les réparer. Donc, il ne faut pas laisser l'eau s'écouler à cause des fuites. Donc, lorsqu'il y a une fuite, il faut la réparer. Ne pas laisser l'eau couler inutilement, bien sûr. Arroser le jardin du bon matin ou le soir. Minimiser le volume de la chasse dans les toilettes. On sait très bien que pour minimiser le volume de l'eau dans les toilettes, on met bien sûr 2 bouteilles ou bien 3 bouteilles remplies d'eau à l'intérieur de la chasse et comme ça, bien sûr, on économise l'eau. Et il faut aussi récupérer l'eau des pluies. Ça sert au rosage et ça sert bien sûr aux autres utilisations et surtout l'utilisation domestique. Voilà. Alors, pour le traitement de l'eau. La première étape, c'est dégrillage. Ça veut dire éliminer les éléments les plus gros par une grille de gros carreaux. Après le dégrillage, c'est le dissablage. C'est éliminer bien sûr le sable. Et on élimine le sable par les tamis, par le tamissage. Donc il y a des tamis avec des petits carreaux pour éliminer le sable. Puis le dégraissage. On l'appelle le dégraissage ou bien le déshuilage. On sait très bien que les huiles ou bien les graisses, elles flottent sur l'eau. Alors, lorsqu'elles flottent sur l'eau, on peut l'éliminer avec l'eau qui jaillit bien sûr à la surface. Alors, on l'appelle le dégraissage ou bien le déshuilage. La décontation. Pour la décontation, c'est l'élimination des petites particules qui flottent sur l'eau. Dans le calme, ces petites particules qui flottent, elles vont se déposer en bas. Et lorsqu'elles se déposent en bas, on l'élimine bien sûr. Alors ce phénomène s'appelle la décontation. Et après, c'est le traitement biologique. Alors comment traiter les eaux usées biologiquement? On ajoute bien sûr des bactéries dans cette eau. Et ces bactéries, elles vont décomposer les matières organiques. Ces bactéries se nourrissent de matières organiques, elles les décomposent et les transforment en sels minéraux. Et comme ça, bien sûr, on élimine les matières organiques qui polluent l'eau. Et ensuite, la clarification, ça veut dire on rend l'eau claire. Par la décontation, ça veut dire par l'élimination de la boue. Alors les particules qui forment la boue, on les élimine et on obtient bien sûr de l'eau. Et on le filtre et après on le rejette dans la nature et on obtient bien sûr de l'eau qu'on peut utiliser soit dans l'irrigation, soit dans d'autres domaines. Et bien sûr,
les étapes de l'épuration ou bien de traitement des eaux. Alors nous avons ici le dégrillage. La grille arrête les gros déchets. Le dessablage et déshuilage élimine les sables, les huiles et toutes les saletés. La décontamination et élimination des matières en suspension. Le traitement biologique et le traitement chimique. Alors pour le traitement biologique, j'ai vu que c'est bien sûr la décomposition des matières organiques avec les bactéries, et le traitement chimique, c'est avec des substances chimiques. Et l'eau, bien sûr, est un héritage. Pour la conclusion, l'eau, c'est un héritage commun. Sa préservation est une responsabilité partagée. Ça veut dire que c'est une responsabilité de tout le monde. Limiter le gaspillage de l'eau, lutter contre sa pollution et préserver l'équilibre écologique est une vision globale et solidaire, et non pas un choix parmi les autres, mais des impératifs de survie. Ça veut dire que c'est nécessaire pour la vie, donc que chacun assume ses responsabilités envers son environnement et surtout envers les ressources d'eau. Alors je crois que j'ai terminé. Merci de votre attention. À bientôt dans une autre séance, Inch'Allah.